Chiche, c'est le mot que l'on retiendra de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, en visite en Corse aujourd'hui en compagnie de celui de la décentralisation Marie-Lise Lebranchu. Le gouvernement est favorable à l'élaboration d'une collectivité unique en Corse. C'est ce qu'ont déclaré les ministres devant les élus de l'Assemblée de Corse qui s'étaient exprimés avant. Le ministre a déclaré que cela pourrait même très rapidement se concrétiser avec l'adoption d'un amendement dans la loi NOTRe. Si, comme le souhaitaient certains élus, l'organisation d'un référendum sur la question s'avérait une demande de la CTC, cet amendement concernerait alors l'organisation de celui-ci avec forcément un retard dans sa mise en place. Dans le premier cas, la collectivité unique de Corse pourrait voir le jour au 1er janvier 2018, mais le ministre était aussi attendu sur d'autres questions: statut fiscal, co-officialité de la langue, statut de résident. Tous les groupes l'ont interrogé sur ces questions précises. Bien évidemment, Dominique Bouquigne et Paul Jacob y ont pris la parole en ouverture de cette session toute particulière. Camille de Rocazère, mais également Gilles Siméon ou encore Jean-Christophe Angelini, Jean-Charles Orsucci, Jean-Louis Luciani, Étienne Basteliga, Aline Castellani, Antoine Orsini ou encore Jean-Guy Talamoni, donc pour ces questions à Bernard Cazeneuve. Commençons par consolider l'existant, a dit le ministre de l'Intérieur, qui a reconnu que pour l'heure n'était pas prise en compte la totalité des demandes concernant les aspects constitutionnels. Mais le dialogue, l'écoute et le respect sont là, a ajouté le ministre de l'Intérieur. Des mots également repris par le ministre de la Décentralisation, Marie-Lise Lebranchu. Nous sommes venus avec Madame la ministre Marie-Lise Lebranchu avec le souci de débattre et d'apporter des solutions et des réponses aux différentes questions que vous avez évoquées. Mais avant que d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais avoir une pensée pour les 4 jeunes gens qui ont trouvé la mort ce matin à Corté dans un accident de voiture tragique et pour lesquels nous avons une pensée. C'est toujours une tragédie que de voir des jeunes perdre la vie sur les routes parce que certaines règles n'ont pas été respectées, que certaines imprudences ont été commises. Et je veux d'ailleurs profiter de la présence du préfet, dont je sais l'engagement pour le respect des instructions qu'il reçoit, notamment de ma part, pour lui indiquer que j'entends que les forces de sécurité, les forces de l'ordre, soient très présentes sur les axes routiers pour faire en sorte que les principes de sécurité routière que j'ai rappelés il y a de cela une dizaine de jours, en prenant des mesures nouvelles, soient rigoureusement respectés sur le territoire de l'île pour éviter que de telles tragédies ne se produisent. Je voudrais également profiter de cette introduction à mon propos pour dire le regret que nous avons éprouvé avec Marie-Lise Lebranchu de ne pouvoir venir à votre rencontre plus rapidement. Il était prévu que nous fussions là le 9 janvier. Mais vous savez la tragédie qu'a rencontré notre pays, le drame auquel il a été confronté. On a voulu frapper la République au cœur, en s'attaquant à ce qu'elle a en elle de plus essentiel, de plus emblématique, de plus symbolique. On a voulu s'attaquer à des journalistes qui expriment dans la République la liberté d'expression jusqu'à l'impertinence parfois. On a voulu s'attaquer à des policiers et on les a tués, parce que dans la République, les forces de l'ordre, c'est comme ça que je conçois leur rôle et c'est comme ça qu'elles le vivent, incarnent le respect du droit et de l'état de droit à chaque instant. Et on a voulu s'attaquer à des Français de confession juive parce qu'ils étaient juifs. Et on a vu ressurgir l'abject antisémitisme, dont l'histoire de France nous a déjà enseigné ce à quoi il pouvait aboutir de plus monstrueux. Et malgré cette épreuve terrible qui a choqué frontalement, profondément tous les Français, la République est restée debout. Il y a eu cette extraordinaire manifestation du 11 janvier, où nous avons vu des Français de toute sensibilité politique, de toute appartenance religieuse, de toutes origines, se rassembler à Paris, mais pas seulement à Paris, dans bien des villes de notre pays, pour dire leur volonté de voir les valeurs de la République respectées, portées haut, portées loin, parce qu'elles sont des valeurs qui nous permettent de vivre ensemble, parce qu'elles sont des valeurs cardinales qui sont inscrites dans l'histoire séculaire de notre pays. Ces valeurs qui ont conduit bien des dirigeants français, là aussi de toute sensibilité, à tenir
le discours que les peuples du monde ont appris à aimer de la France, pour reprendre l'expression de François Mitterrand. Et Marie-Lise Lebranchu, comme moi-même, comme d'autres participants à cette manifestation du 11 janvier, nous avons été fiers de voir la République unie, rassemblée, le peuple de France uni, rassemblé autour des valeurs de la République. Et nous avons été particulièrement émus de voir les 25 000 manifestants corses qui savent ce que sont les valeurs de la République lorsque l'essentiel est en jeu, qui les aiment profondément et qui ont entendu les défendre au même titre qu'elles étaient défendues partout ailleurs sur le continent au moment où l'essentiel était en jeu. Et bien dans ces moments-là, dans ma responsabilité de ministre de l'Intérieur, qui avait vu des collaborateurs tomber sous le feu de barbares, j'ai vu un peuple uni, le peuple de France, dans le respect de toutes ses singularités, défendre ce qu'il y a de plus précieux, les valeurs de la République. Et il y avait dans cette manifestation une dimension éminemment symbolique que j'ai trouvée finalement présente dans tous vos discours, d'où que vous parliez, l'amour de la liberté, du respect de l'autre, de la fraternité, qui montre que lorsque nous sommes dans des moments historiques singuliers, où encore une fois il faut se dresser pour rappeler ce que nous sommes, il n'y a pas d'antagonisme entre l'unité des Français dans la République et le respect profond des singularités, des différences, parce que la République est aussi riche de tout cela. Et j'ai plaisir, en même temps que j'éprouve une immense tristesse, parce que j'aurais aimé ne pas avoir à faire cette introduction, à l'exprimer devant votre Assemblée. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est sur l'esprit de respect, qui est celui de Marie-Lise Lebranchu et le mien au moment où nous nous adressons à vous. Marie-Lise Lebranchu a fait un travail absolument remarquable, sans lequel je ne serais pas en situation de m'exprimer devant vous au cours des derniers mois. Travail de présence, travail de contact, travail d'écoute. Elle m'a souvent parlé de sa passion pour cette île, elle l'a manifesté aussi à plusieurs reprises dans nos échanges l'extrême connaissance qu'elle avait de vos questions. Et c'est dans nos échanges mutuels aussi que nous avons forgé les réponses que nous allons vous apporter aujourd'hui. Enfin, je veux dire aussi mon respect profond pour le travail qui a été fait par votre Assemblée, sous l'impulsion et la présidence de vos deux présidents. Je veux saluer l'opiniâtreté parlementaire, mais pas seulement, du président Paul Jacobi, qui n'est pas un visiteur du soir, puisqu'il est un visiteur de chaque instant. Je ne me souviens pas d'avoir eu avec lui, depuis que nous sommes au Parlement, débattant de nos questions, de débats qui soient frelatés, où la franchise ne soit pas au rendez-vous, et je ne me souviens pas qu'il ait fait une pause au Parlement, dans l'expression de ce à quoi il croit pour son île, mais pas seulement pour son île, pour le pays tout entier. Et je sais qu'il a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'ardeur avec le président Bouchini à faire en sorte que le débat puisse avoir lieu et que les propositions puissent être esquissées au sein de votre Assemblée. Et si je sens une volonté dans cette Assemblée de voir l'avenir de la Corse pris à bras-le-corps par le gouvernement, si je sens une attente très forte de la part de chacune et chacun d'entre vous, j'ai entendu aussi des nuances quant aux objectifs qu'il faut atteindre. Non pas des désaccords, mais des nuances. Et on ne peut pas à la fois vouloir répondre aux attentes de l'Assemblée territoriale de Corse finement et ne pas la laisser s'exprimer d'abord avant que de lui répondre pour être sûr qu'on a bien compris. C'est la raison pour laquelle il était intéressant que vous exprimiez d'abord, non pas qu'on soit ignorant de ce que vous avez à nous dire, mais il était bon que nous ayons ce débat, vous l'avez souhaité, que vous exprimiez d'abord et que nous puissions répondre. Et donc nous allons le faire. Et nous allons le faire non pas en convoquant les postures, non pas en convoquant le verbe, mais en convoquant les solutions, puisque c'est ce que vous souhaitez et c'est ce que l'on vous doit. Je voudrais commencer par les différents sujets qui ont été évoqués au cours des derniers mois par les uns et les autres et sur lesquels j'indiquais, lorsque je suis venu au mois de juin, qu'il convenait d'apporter des réponses urgentes.
Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'urgence de ces solutions appelait qu'on essaie de les trouver dans l'état du droit existant. Non pas pour écarter l'idée qu'il pourrait y avoir un autre cadre législatif, qu'il puisse demain y avoir des réflexions constitutionnelles, mais si on veut aller vite parce qu'il y a urgence, préoccupation que vous avez tous exprimée, il faut qu'on soit capable de prendre les problèmes à bras-le-corps et d'y apporter les réponses aujourd'hui. Si l'on ne peut pas attendre, il faut répondre aujourd'hui. Donc quels sont les sujets que vous avez évoqués et quelles sont les réponses que nous avons apportées, qui ne sont d'ailleurs pas du tout un solde de tout compte, qui en appellent d'autres. Mais faisons un point d'étape pour constater déjà que le dialogue entre nous est riche, qu'il n'y a pas d'indifférence du gouvernement et de l'État à l'égard des problèmes de la Corse, et adossons-nous à ce qui a déjà été fait pour essayer d'aller plus loin. Ce n'est pas de mauvaise méthode que de consolider ce que nous avons déjà fait, non pas pour arrêter, mais pour aller plus loin. C'est l'esprit dans lequel nous sommes. Il y a un problème en Corse, qui est celui de la reconstitution des titres de propriété. Ce n'est pas neutre que de pouvoir régler ce problème, qui est celui des arrêtés Miot, qui a été évoqué de façon récurrente par l'ensemble des formations politiques ici présentes et les parlementaires pour essayer d'aboutir. Sur ce sujet-là, sommes-nous restés inertes? Le gouvernement a-t-il été indifférent au questionnement des élus de Corse? Absolument pas. Il y a là des parlementaires de toute sensibilité, Paul Giacobbi, Camille de Roccaserral, Laurent Marcangeli. Ils se souviennent que ce sont des amendements présentés par toutes les formations représentées au Parlement et par tous les parlementaires de Corse, qui l'an dernier ont été reçus favorablement par mes soins lorsque j'étais ministre du Budget, pour que l'on puisse sortir de la difficulté de la sortie des arrêtés Miot au regard d'un certain nombre de règles constitutionnelles et européennes. Ces amendements que j'avais acceptés, dont j'avais participé avec vous à la rédaction, n'ont pas été considérés comme constitutionnels. Avons-nous baissé les bras? Avons-nous considéré que la Constitution, la décision du Conseil constitutionnel était un obstacle insurmontable? Non. Nous l'avons prise en compte parce que l'on doit prendre en compte les décisions du Conseil constitutionnel. Et qu'à partir du moment où le Conseil constitutionnel dit le droit, nous devons trouver des chemins de droit pour arriver à surmonter l'obstacle. Nous l'avons fait cette année, en prenant des amendements qui permettent de diminuer de 30% le niveau des droits de succession qui seront acquittés par ceux qui accepteront de reconstituer les titres, en profitant d'ailleurs de l'outil qu'est le GIRTEC entre le 1er octobre 2014 et la fin de l'année 2017. Donc ce sujet a progressé. Après que le Conseil constitutionnel a parlé, nous avons trouvé une solution. Et cette solution, d'ailleurs, a été déclarée par le Conseil constitutionnel comme conforme à la Constitution. Deuxième sujet qui a beaucoup été évoqué, c'est celui de la situation du logement, de la pression qui s'exerce sur le foncier. La volonté qui est celle des élus de l'Assemblée de faire en sorte qu'aucun Corse, notamment, qui se trouve en difficulté, parce qu'il y a beaucoup de pauvreté en Corse, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre propos, et vous avez raison de le considérer, qu'il doit être possible, lorsque l'on est Corse, que l'on vit en Corse, de pouvoir se loger en Corse, et que la pression foncière qui s'exerce du fait d'un processus de spéculation ne permet pas toujours cela. Eh bien, nous avons là aussi pris en compte les travaux qui ont été conduits. Le PADUC, qui est un document que vous avez élaboré, qui est un document qui va bien au-delà de considérations d'urbanisme, puisqu'il est une véritable directive territoriale d'aménagement, traite aussi de la manière dont nous devons articuler la question de la pression qui s'exerce sur le foncier, sur les espaces écologiques fragiles de l'île qui sont un trésor pour l'île, et la nécessité d'urbaniser et de construire. Nous avons également indiqué que nous étions prêts à mobiliser tous les moyens de la loi Allure pour faire en sorte de diminuer la pression qui s'exerce sur le foncier, afin que des logements puissent être construits auxquels les Corses, notamment les plus modestes, puissent avoir accès. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle aussi nous avons indiqué à la collectivité dont vous êtes les élus que nous étions prêts à doter d'instruments, de moyens, l'Office foncier de Corse pour lui permettre de procéder à l'acquisition d'un certain nombre d'emprises qui permettraient de maîtriser le foncier. Il y a la question de la langue. Nous n'allons pas cet après-midi inaugurer le centre
de Bastelica simplement parce que nous avons l'intention d'avoir des positions décoratives. Nous sommes parfaitement conscients de la nécessité pour l'île de voir le Corse se développer et se parler. Et vous évoquez, M. Talamoni, la part de Corse qu'il y a en moi. C'est simplement 25%. Et 25%, c'est déjà beaucoup. Sur quelqu'un qui a ma modeste taille. Beaucoup, quantitativement. Et 25% de sang corse qui coule dans vos veines, ça veut dire quelque chose en matière d'attachement à un territoire, à une île, à sa langue, à sa singularité, à ses paysages, à ses sites. Donc oui, le gouvernement souhaite que l'on parle davantage la langue corse. Il y met des moyens. Nous sommes en discussion avec l'université de Corté à laquelle nous avons fait des propositions en termes de création d'emplois d'enseignants. Et ces discussions, parce que je connais le niveau d'exigence de votre président, peuvent se poursuivre jusqu'à ce que nous trouvions un accord qui permette d'être garanti que cette langue sera enseignée et parlée. Et donc je pourrais multiplier les exemples de sujets sur lesquels vous avez appelé notre attention et sur lesquels nous avons témoigné de notre disponibilité. Et je veux le redire ici avec force et aussi avec solennité, puisque c'est ainsi que vous êtes adressés à nous. Non seulement il n'y a pas d'indifférence du gouvernement français à l'égard de la Corse et de ses problèmes, mais il y a une passion à vouloir les résoudre avec vous, dans le respect des positions de chacun, dans la volonté par le dialogue de trouver les justes positions, les solutions vraies, les solutions urgentes qui permettent d'apporter immédiatement des réponses qui permettent d'avancer, même si ces réponses, encore une fois, ne sont pas un solde de tout compte au regard des ambitions que vous pouvez porter les uns et les autres. Je pourrais aller encore au-delà dans le détail des sujets concrets sur lesquels nous sommes mobilisés, évoquer le crédit d'impôt investissement pour la Corse qui sera prorogé jusqu'en 2020, qui est de 20% et qui permet chaque année à la Corse de bénéficier d'un soutien à hauteur de 40 millions d'euros. Je pourrais parler du crédit d'impôt compétitivité emploi dont l'île bénéficiera. Je pourrais parler également du plan mis en place par Lionel Jospin qui a permis à la Corse de bénéficier de près de 2 milliards de capacités d'investissement. Je pourrais parler des statuts successifs dont a bénéficié votre collectivité que vous aviez bien voulu évoquer comme emblématique de la capacité de l'État à dialoguer avec vous pour progresser depuis 1982 jusqu'en 2002 en passant par 1991 le statut JOX. Lorsque nous avons été en situation de responsabilité, nous avons toujours su trouver les bonnes réponses aux questions que vous posiez. Et d'ailleurs, dans cette période que j'évoque, qui est quand même le temps long de l'histoire, de la relation entre l'État et l'île de Beauté, l'île n'a pas été maltraitée. Les budgets dont ont bénéficié les collectivités locales étaient de l'ordre de 12 millions d'euros en 1982. J'ai converti les francs en euros. Je le dis pour tous ceux qui diraient il s'est trompé. Non, je convertis les francs en euros. 790 millions d'euros aujourd'hui. Et un taux de croissance, je vous invite à regarder les chiffres, de la Corse entre 1982 aujourd'hui qui n'a rien à envier à celui des autres régions de France. Je le dis simplement pour rappeler qu'il est faux de dire qu'il n'y a pas eu un intérêt puissant des gouvernements pour la Corse. Et cet intérêt était normal, il était juste, il se justifiait par les atouts de l'île et les atouts que représente l'île pour le pays tout entier. Et donc il faut poursuivre cette collaboration, il faut poursuivre ce dialogue, il faut être capable de nous parler pour progresser davantage encore. Et dans ce sens, vous nous faites des propositions. Vous attendez des réponses, nous sommes venus les donner. D'abord, je veux saluer l'excellence du travail qui a été réalisé par Pierre Chaubon. Vous avez souhaité faire des propositions institutionnelles. Je vous le dis sans tarder, nous les trouvons pertinentes, intéressantes dans leur orientation et le sens qu'elles indiquent. Et nous entendons par conséquent les faire nôtres. Cela devrait susciter d'ailleurs dans cette assemblée qui souhaite que nous puissions dans le dialogue cheminer ensemble un début d'intérêt. Je ne veux pas dire d'enthousiasme parce que je connais le tempérament de cette assemblée.
Et je désespère qu'un jour il soit possible pour un gouvernement de susciter un tel sentiment. Mais en tous les cas, un début d'intérêt. Il y a une proposition de mise en place d'une collectivité territoriale unique. Eh bien, nous vous disons avec Marie-Lise Lebranchu, chiche. Mais comme chiche n'est pas de nature à vous satisfaire et n'est pas une expression corse, nous allons traduire ce chiche dans la loi NOTRe. Vous avez proposé que nous ne contentions pas de déclarations d'amour et que nous puissions donner des preuves d'amour. Nous allons le faire. Et nous proposons par conséquent que cette collectivité territoriale unique, comme vous l'avez souhaité, soit inclue par amendement dans la loi NOTRe. La loi NOTRe, c'est maintenant, pour reprendre un slogan. Et c'est maintenant, c'est-à-dire que l'amendement pourrait être présenté tout de suite. C'est notre intention. Cet amendement peut être un amendement gouvernemental, nous savons l'écrire puisque nous avons compris ce que vous voulez. Mais il peut être aussi le résultat d'un dialogue entre nous et il peut être aussi sous-amendé ou éventuellement coproduit. Ce qui témoignera de notre capacité pleine et entière à entendre ce que vous souhaitez et à le traduire législativement dans des textes. Quel pourrait être le contenu de cet amendement ? Le contenu de cet amendement pourrait arrêter le principe de la collectivité unique que vous appelez de vos vœux et définir les modalités de la désignation de ses membres, de telle sorte à ce que la préoccupation qui est la vôtre, qui a été diversement exprimée, permette à la fois de garantir la pluralité de l'expression des sensibilités, tout en garantissant la gouvernabilité de l'Assemblée à laquelle vous tenez autant qu'à la représentation de toutes les sensibilités. Il faudra ensuite renvoyer, si nous incluons cet amendement dans la loi NOTRe, à des ordonnances, la possibilité de traiter de questions essentielles, la fiscalité, les budgets, l'organisation des agences et des différentes structures adossées à la collectivité pour lui permettre de mener ses politiques, le statut des personnels. Tous ces sujets, bien entendu, qui ont vocation à être traités pour des raisons qui tiennent à l'état de droit dans des ordonnances, n'ont pas vocation à être traités en chambre par un gouvernement qui, dès lors qu'il aurait pris cet amendement, oublierait de continuer à discuter avec vous sur les autres questions. Cela déplairait aux deux présidents et à l'ensemble des élus. Mais il y a un sujet qui peut faire l'objet d'injonctions contradictoires sur lesquelles il sera difficile de trancher. Parce que si, comme vous le souhaitez, pour beaucoup d'entre vous, nous mettons dans un amendement coproduit ou sous-amendé la question de la création de la collectivité unique, nous ne pouvons pas dans le même amendement mettre le principe d'un référendum. Parce que si nous actons dans la loi la création de ce que vous appelez de vos vœux, nous ne pouvons pas renvoyer à un référendum le soin de statuer sur ce qui sera inclus dans la loi. Par conséquent, si vous ne souhaitez pas que l'on puisse faire la collectivité unique sans référendum, nous ne pourrons pas faire un amendement dans lequel nous inscrivons la collectivité unique. Il faudra se contenter de mettre en place un amendement dans lequel on arrêtera le principe d'un référendum, mais nous serons là confrontés à un autre sujet que je soumets à votre réflexion et à votre intelligence collective, c'est que si l'idée est de prendre des décisions pour faire une collectivité locale unique en allant vite, si nous faisons un référendum, nous ne sommes pas garantis de pouvoir aller aussi vite que si nous inscrivons cette disposition d'ores et déjà dans un article. J'ai fait un petit décompte en fonction de ce qu'est l'état du droit. Et le droit, vous savez, à un moment donné, on ne peut pas aller contre les principes qu'il pose, on va prendre le risque de tout faire échouer. Si nous allons dans un amendement dans lequel il y aura la collectivité unique, dès la loi NOTRe, avec les ordonnances qui suivront dans la foulée, la collectivité unique peut être créée dès 2018 au plus tard. Au plus tard. Si nous prenons un autre chemin, l'horizon s'éloigne d'au moins un an, si ce n'est davantage. Il appartient donc à l'Assemblée de dire ce qu'elle souhaite. Vous avez souhaité que nous allions vite, nous irons vite. Vous avez souhaité un amendement, nous vous l'annonçons. Vous avez souhaité que nous puissions aller vite dans le respect de la possibilité des Corses de s'exprimer, il vous appartient de choisir.
Et comme nous sommes dans le souci du dialogue, nous poursuivrons le dialogue jusqu'au dépôt de cet amendement avec vous tous, de telle sorte à ce que les conditions dans lesquelles les choses seront mises en œuvre correspondent le plus exactement à l'objectif à atteindre, dans le respect de la volonté de cette Assemblée, dont j'ai compris qu'elle s'exprimait de façon forte, mais avec quelques nuances entre ces formations, ce qui est bien légitime dans une Assemblée démocratique. Voilà très concrètement les réponses que nous voulions apporter. Je crois qu'elles sont précises. Sur tous les sujets que vous avez traités dans cette Assemblée, sur lesquels vous nous avez interpellés, je vous ai dit ce que nous avions fait. Je vous ai dit ce que nous sommes prêts à faire. Vous pouvez constater que ce que nous sommes prêts à faire est exactement ce à quoi vous aspirez. Alors, comme je ne veux pas occulter de débats et de sujets, j'ai bien entendu que ce que nous proposons là n'est pas la totalité de la demande exprimée concernant notamment les aspects constitutionnels. Mais il y a au moins un point sur lequel on peut tomber d'accord. Sur un territoire qui aime la politique plus que tout autre, qui en maîtrise les subtilités, qui en a le goût, jusqu'au plus grand raffinement rhétorique. En politique, il n'y a jamais de long terme là où il n'y a pas de court terme. Jamais. Donc si on veut des perspectives de long terme, il faut commencer concrètement par consolider les perspectives de court terme. Et les perspectives de court terme sont celles clairement que vous avez exprimées et que nous prenons, avec la volonté de les traduire dans la loi, avec quelques sujets à trancher dans les conditions que je viens d'indiquer, parce que de toute façon ce débat est inévitable. Et le reste se fait dans le temps. Parce que, et je termine par là, rejoignant alors là pour le coup l'ensemble des orateurs, la confiance est le moteur de tout. Quand on aime un territoire, quand on respecte ses élus, quand on croit à la démocratie, quand on est attaché aux valeurs de la République, ce qui vaut mieux d'ailleurs aimer quand on est ministre de l'Intérieur, on essaie de dire la vérité à ceux que l'on respecte. C'est ce que j'ai fait au mois de juin. Et la vérité est le moteur de l'action pour progresser. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et en même temps, lorsque la confiance se noue et qu'elle est sincère, eh bien, les choses progressent. Donc, vous nous avez posé des questions, nous vous donnons les réponses. Il y a quelques sujets à trancher, les réponses vous appartiennent. À partir du moment où elles auront été tranchées, nous pourrons aller plus vite. Et comme vous voulez aller vite, ça tombe bien. Donc, je suis venu ici avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de désir d'être à votre écoute, beaucoup à votre écoute parce que vous avez beaucoup à dire et vous l'avez prouvé aujourd'hui, et le désir aussi de faire en sorte que nous apportions de bonnes réponses, toujours, absolument et éminemment républicaines. Parce qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre tout cela. Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée de Corse, Dominique Buctini. Je salue bien évidemment le Président du Conseil exécutif, Paul Jacob. Mesdames et Messieurs les élus de Corse, Mesdames et Messieurs, c'est vrai que il me reste, j'ai envie de dire, peu de choses à dire après l'intervention de mon collègue Bernard Cazeneuve, sinon quelques précisions ou quelques observations dont les uns et les autres, d'ailleurs, avons déjà pu discuter il y a quelque temps. C'est une chance, je crois, et je partage l'enthousiasme du ministre de l'Intérieur, mais même si je n'ai pas le 5%, qui chez moi pèserait d'ailleurs un peu plus, mais avec mes 50%, faisant référence tout à l'heure à une intervention du Léon et du Trégor, c'est une chance pour les ministres de la République de pouvoir s'exprimer ici devant vous. Parce que derrière vous, il y a surtout les Corses. Et comme l'ensemble de nos concitoyens, ils attendent de voir leur pays se redresser pour en retrouver la fierté et attendre, vous l'avez largement exprimé ce matin, d'être mieux accompagnés par la puissance publique au quotidien pour leur avenir collectif. L'annonce que vient de faire le ministre de l'Intérieur
concernant la création possible et prochaine d'une collectivité unique de Corse, collectivité en faveur de laquelle votre Assemblée s'est prononcée dans sa très grande majorité le 12 décembre dernier, constitue donc une avancée majeure et une avancée historique pour votre territoire, bien évidemment, pour son développement, pour ses habitants, mais aussi pour la France. Pour son action publique, pour son organisation territoriale et pour la reconnaissance de la diversité des territoires de France sur laquelle Bernard Cazeneuve est intervenu longuement. C'est bien sûr une question institutionnelle, mais ce n'est pas que ça. Et au-delà de ça, bien sûr, il faudra parler ensemble gouvernance, compétences, budget, dialogue social. Mais je pense qu'il faut considérer cela comme une chance pour la Corse et pour les Corses. Les questions techniques vont nous poser quelques interrogations aux uns aux autres. Nous les réglerons le plus vite possible. Mais je pense qu'il faut que nous regardions ensemble comment, avec cette annonce institutionnelle, nous répondons aux autres défis de votre territoire pour apporter emploi, logement, soutien, solidarité à l'ensemble des citoyens vivant en Corse. Ce que nous proposons ce matin, c'est la preuve que l'État, le gouvernement, la collectivité territoriale de Corse œuvrent ensemble en bonne intelligence pour la Corse et pour ses habitants. La création de cette collectivité, elle est possible, Bernard Cazeneuve l'a développé tout à l'heure, est possible le 1er janvier 2018. Fruit d'un dialogue, et ce dialogue, permettez-moi de le dire, au fond, s'est développé dans un temps court. Il y a effectivement moins de 18 mois que nous avons entamé nos échanges, avec des travaux importants, d'abord avec le ministre de l'Intérieur Manuel Valls, qui a assuré le copilotage depuis 2013, puis avec son successeur Bernard Cazeneuve. Et lorsque j'étais venu devant vous en juillet, je m'étais engagé, afin de garantir une meilleure prise en compte des spécificités de l'île dans l'organisation institutionnelle du pays, à ce que la réforme territoriale fasse place à vos propositions. Et en dehors de ce qui vient d'être annoncé, je vous avais fait part du fait que les dispositions spécifiques à la Corse, contenues déjà dans le projet de loi NOTRe, que je présentais alors dans tous les territoires de France, seraient inscrites à l'article 13 et parole a été tenue. En effet, l'article 13 rend applicable à la Corse toutes les dispositions législatives relatives aux régions dès lors qu'elles ne sont pas contraires à celles qui régissent la collectivité territoriale de Corse, et ce sans que le législateur n'ait besoin de le mentionner explicitement à chaque intervention. Il prévoit aussi parallèlement une prolongation de 2 ans du plan exceptionnel d'investissement pour la Corse, dont mon collègue a parlé, et un plan exceptionnel de soutien de l'État au développement d'infrastructures, d'équipements et de services collectifs dans l'île. Je vous avais dit également au mois de juillet que dans le cadre de ce projet de loi, vous auriez toute latitude pour exposer et faire valoir vos vues. Ce projet de loi, un vecteur législatif qui peut répondre à un certain nombre de demandes, c'est ce qui se vérifie aujourd'hui, puisque dans l'examen que nous avons entamé au Sénat, puis depuis mardi matin à la Commission des lois de l'Assemblée nationale, nous avons, par exemple, réussi à faire voter au Sénat le dispositif de redevance pour le mouillage des bateaux dans les réserves naturelles. C'est un sujet qui peut paraître secondaire pour beaucoup, mais je veux noter à quel point cette décision, ce vote du Sénat, pardonnez-moi, il y a encore des lectures, ce vote du Sénat a une portée symbolique forte. Nous voulons inscrire dans ce texte de loi un titre consacré également au principe de création d'une collectivité territoriale unique, comme vient de le décrire Bernard Cazeneuve. L'amendement qui peut porter cette proposition, qui doit porter cette proposition, doit être déposé pour le 17 février. C'est donc un engagement que nous prenons collectivement, Bernard Cazeneuve et moi-même devant vous, que nous respecterons. Cet amendement va prévoir le principe de création de la nouvelle collectivité unique en Corse, possible dès le 1er janvier
2018, comme je le disais en début de propos. Bien évidemment, entre les deux lectures du texte, nous aurons du temps pour échanger sur les caractéristiques, sur le mode de gouvernance, compétences, budget. Et bien évidemment, nous allons nous appuyer sur l'ensemble des travaux. Et permettez-moi bien sûr de saluer, comme Bernard Cazeneuve l'a fait tout à l'heure, Pierre Chaubon, et de saluer en même temps, Pierre Chaubon qui aurait tellement voulu être parmi nous, de saluer en même temps Monsieur l'inspecteur général Colombani qui a donné beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, mais aussi de précision et de rigueur à ces travaux. La création de ces nouvelles collectivités emportera évidemment des conséquences pour les élus de Corse, puisqu'il faudra que ces représentants aient été désignés, ça a été rappelé un instant lors de sa création. De nouvelles élections générales devront donc, si tout cela chemine, se tenir au mois de décembre 2017. Des élections départementales, vous l'avez confirmé, Monsieur le ministre de l'Intérieur, auront bien lieu en Corse comme partout en France. C'était une question non connexe développée tout à l'heure, auront lieu au mois de mars prochain. Des élections territoriales auront également lieu en Corse comme dans le reste de la France au mois de décembre de cette année. Simplement, si un des chemins est suivi qui vient d'être décrit, même s'il y a une alternative, les mandats des conseillers départementaux dans ce cas et des conseillers territoriaux seraient plus courts que dans le reste de notre pays. Il nous faudra être sur ce point tout à fait clair et transparent auprès des électeurs de Corse, afin d'assurer la lisibilité et la sincérité des scrutins à venir, même si j'ai entendu un certain nombre de questions concernant les compétences. Parlementaire Camille de Rocca-Serra, si vigilant sur ce point, en discutera sans doute à l'Assemblée. Nous avons quand même, dès la première lecture au Sénat, clarifié les choses. Et je pense que nos citoyens comprendront que ne serait-ce que sur les grandes notions de solidarité dont nous avons plus que jamais besoin, les départements ont toute leur place. Pour aller un peu plus vite, je rappelle que la méthode de construction commune de ces 18 derniers mois, presque 18 mois, nous permettent de définir ensemble la façon dont fonctionnera la future collectivité. Mais nous organiserons avec le ministre de l'Intérieur une rencontre avec des élus corses avant la fin du mois d'avril. Et nous serons entre les deux lectures. Donc il sera important que nous préparions bien ensemble, bien évidemment, la méthode et l'ordre du jour, mais aussi que nous soyons très attentifs les uns aux autres pour sortir de cette réunion avec un maximum de précision pour la seconde lecture. Nous allons donc ensemble franchir un grand pas dans les tout prochains mois, et un pas qui témoigne de la grande valeur de vos travaux communs, qui témoigne aussi de l'engagement que j'ai été venu rappeler il y a plus d'un an de ça, que le président de la République a pris auprès des Corses et de leurs représentants, qui témoigne enfin de la considération qu'a ce gouvernement. Bernard Cazeneuve y a magnifiquement insisté, avec les mots qu'il fallait, pour les élus de notre République sur tous les territoires de France. Aussi, je ne doute pas, en dépit des quelques divergences de points de vue qui peuvent subsister, que nous parviendrons à conduire cette grande réforme institutionnelle pour la Corse. Que nous parviendrons aussi, sur les autres sujets soulevés par votre Assemblée, à faire aboutir nos travaux. Personnellement, je veux que nous arrivions. Je crois que nous allons y arriver. Sur tous les sujets, nous devons être effectivement à votre écoute et à l'écoute des élus de la Corse. Nous serons toujours prêts à construire avec vous des solutions pragmatiques pour permettre le développement équilibré et solidaire. Mais nous devons aussi être attentifs à ce que les dispositifs que nous construisons soient efficaces et pérennes pour la Corse, pour lui permettre de relever les défis qui sont les siens et valoriser davantage ses atouts. Bien sûr, et Bernard Cazeneuve y est aussi revenu, les conséquences de la pression foncière sont énormes ici. Il y a quelques autres territoires de France
sur lesquels ce type aussi de grandes difficultés à pouvoir accéder au logement existe. Si l'Office foncier de Corse, créé grâce au soutien financier de l'État et à votre volonté, va y travailler, je pense qu'ensemble, nous devons continuer à cheminer, avec d'ailleurs des élus d'ailleurs, d'autres zones littorales par exemple, pour trouver les solutions qui permettent à chacun de ne pas subir dans sa vie quotidienne les résultats d'une pression foncière qui devient insupportable à ceux qui n'accèdent pas au logement. Donc, en adaptant le droit commun, nous, bien sûr, devons permettre de construire davantage de logements en Corse, mais nous n'avons pas fini de travailler à ces solutions au-delà de la question constitutionnelle qui vous a été opposée. Concernant le développement effectif du bilinguisme, et là j'en appelle à mes 50% bretonnes. Mais je n'oublie pas non plus les 25%, je vais les avoir toujours en tête désormais, de Bernard. Nous avons, au-delà du sourire que nous avons choisi sur cette question, nous avons à être bien sûr extrêmement vigilants sur nos grands principes républicains. Mais nous avons à dire à quel point la diversité a renforcé toujours la République française et la France, mais à quel point aussi la langue fait partie d'un patrimoine, d'une forte identité, d'une histoire. Et dans les mots que vous avez dit, il y a des choses que nous inscrirons sans doute à l'aune de ces discours qu'on n'oublie pas. Cet après-midi, le centre d'immersion linguistique du Basilica nous permettra de développer un peu plus ce sujet d'avenir, mais le gouvernement est prêt à étudier avec vous plusieurs dispositifs pour favoriser l'apprentissage du corse tout au long des parcours scolaires et universitaires. On l'avait déjà juste effleuré avant l'été, nous continuerons. Et conformément aux engagements pris par le président de la République, nous devons accorder une importance majeure au processus de ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Et nous devons trouver ces majorités que nous attendons, n'est-ce pas, messieurs les parlementaires, qui vous battez pour cela. Concernant la fiscalité, l'ancien ministre du Budget a parfaitement décrit le sujet. Et je dois porter à votre connaissance que le secrétaire d'État au budget, Christian Enkert, vous recevra très prochainement pour continuer à travailler avec vous et améliorer les dispositifs qui ont été décrits tout à l'heure par le ministre de l'Intérieur. Mesdames et messieurs, avant de terminer cette intervention qui compte dans la vie des ministres que nous sommes, laissez-moi vous dire la confiance qui est la mienne à la veille de la création d'une nouvelle collectivité territoriale unique en Corse. Confiance dans l'issue de nos travaux à venir, mais aussi dans l'issue de vos travaux, dans les jours qui nous séparent de la première lecture et dans les quelques semaines que nous aurons avant la seconde. Mais aussi dire ma confiance dans la capacité de l'État et des collectivités à élaborer ensemble des réponses aux enjeux majeurs de la Corse. Ma confiance aussi dans la capacité à accompagner les citoyens corses dans leur vie quotidienne par une action publique réinventée. Confiance enfin dans la capacité de la Corse à continuer d'inspirer positivement notre droit national, à être un exemple pour d'autres collectivités. Confiance donc dans l'avenir d'une Corse forte et dynamique. Et je retiendrai aussi de cette matinée des mots que vous avez dits différemment, mais avec la même profonde conviction. Solidarité, responsabilité, sincérité, respect des autres, liberté. Et après la cérémonie de ce matin, ou le rappel de ce que nous avons vu d'horreur dans notre pays depuis le début de cette année, mais aussi de formidable unité le 11 janvier et après le 11 janvier, je voudrais dire que les mots que vous avez prononcés ce matin, que je viens de citer,
ont une résonance toute particulière au sein de ce que les valeurs républicaines portent. Et ce mot le plus fort, celui de liberté, vous l'avez largement illustré ce matin avec les convictions qui sont les vôtres. Et c'est vrai que ce travail aura été complexe, mais en tout cas aura porté sans doute une grande idée de ce que sont les valeurs que nous partageons. Et pour ça, très sincèrement, je vous remercie tous. Voilà. Merci.